La Norvège, pays pétrolier par excellence, a réussi le tour de force de faire croire au monde entier qu'elle était devenue le laboratoire de la mobilité verte. Vous allez halluciner quand vous comprendrez la vérité. Une distorsion fiscale si violente qu'elle a rendu artificiellement raisonnable l'achat de voitures à piles autrement invendables. Cette manipulation des prix n'a rien à voir avec une quelconque supériorité technologique de l'électrique sur le thermique. C'est de l'ingénierie sociale pure et dure, financée par le pétrole norvégien et imposée par un État qui peut se permettre de perdre des milliards. Une Tesla Model 3, qui coûte 45 000 € en France, était vendue 35 000 € en Norvège grâce aux exemptions de TVA à 25%. Mais une BMW 320d équivalente se retrouvait facturée 65 000 € à cause des taxes CO2, NOx et malus sur le poids. Tu comprends l'arnaque ? Ce n'est pas que l'électrique était devenu compétitif, c'est que le thermique était devenu confiscatoire. On a littéralement détruit la concurrence normale entre technologies pour créer artificiellement un gagnant électrique qui n'existait que dans les tableaux Excel d'Oslo. Mais attendez, ça devient pire. Cette mécanique perverse a fonctionné tant que les voitures électriques représentaient 5, 10, puis 20% des ventes. Mais quand tu arrives à 86% de part de marché, les mathématiques budgétaires rattrapent l'idéologie verte. L'État norvégien découvre ce que tout économiste aurait pu lui dire: on ne peut pas éternellement financer une politique publique en exemptant de taxes la majorité des transactions d'un secteur entier. C'est du simple bon sens que les écolos totalitaires de Bruxelles refusent d'admettre. Quand plus personne n'achète de voitures thermiques ultra taxées, l'État norvégien perd des milliards de couronnes de revenus. Les taxes automobiles représentaient 12% du budget national, et cette manne disparaît méthodiquement chaque année depuis 2018. Résultat, il faut bien taxer quelque chose d'autre. Et devinez quoi ? Ce sont les voitures électriques qui passent à la caisse. Le ministre des Finances norvégien l'a avoué en mars 2024. Les exemptions électriques ont créé un trou de 8 milliards de couronnes dans le budget national. Ces batteries de 600 à 800 kg transforment chaque voiture électrique en rouleau compresseur. Les routes s'abîment plus vite, les particules de pneus explosent parce qu'une Tesla Model S pèse 300 kg de plus qu'une Mercedes classe E équivalente. La physique, elle, ne négocie pas avec l'écologie politique. Le ministère norvégien des Transports commence à chiffrer ses dégâts. Il faut refaire le revêtement routier 30% plus souvent sur les axes les plus fréquentés par les véhicules électriques. Coût annuel supplémentaire, 2,3 milliards de couronnes, selon leur rapport 2023. Une étude de l'université d'Oslo, publiée en février 2024, révèle des chiffres hallucinants. L'usure des pneumatiques augmente de 35% en moyenne sur les véhicules électriques lourds. Les particules de pneus, ces fameuses particules que l'électrique était censé éliminer, explosent littéralement. Un Tesla Model X émet 40% de particules de pneus en plus qu'un Audi Q7 3 litres TDI équivalent. Les Norvégiens découvrent que leur paradis électrique crée une société à deux vitesses. Ceux qui peuvent se payer les nouvelles voitures privilégiées et les autres qui se retrouvent coincés avec des thermiques surtaxés ou des électriques d'occasion à la valeur résiduelle catastrophique. Un sondage de février 2024 montre que 67% des Norvégiens estiment que les avantages électriques profitent surtout aux plus riches. Parce que l'occasion électrique, parlons-en, en Norvège comme ailleurs, c'est le grand tabou de la transition énergétique. Une batterie qui vieillit, c'est 15 000 à 20 000 € de remplacement sur une voiture qui en vaut peut-être 25 000. Les premières Leaf de 2011 à 2012 se bradent aujourd'hui à 8 000 €, avec des batteries mortes et aucun preneur sérieux. Le coût de remplacement de la batterie dépasse largement la valeur résiduelle du véhicule. Une étude de l'organisme NAF montre que 78% des propriétaires de véhicules électriques de plus de 5 ans ont constaté une perte d'autonomie supérieure à 25%. Pour les véhicules de plus de 8 ans, cette perte monte à 45% en moyenne. Imaginez, votre voiture qui faisait 300 km neuve n'en fait plus que 165 après 8 ans. Et le remplacement de batterie ? 18 000 € minimum pour une Tesla Model S de 2015. La voiture en vaut 22 000. C'est un piège financier monumental pour les acheteurs d'occasion qui croyaient faire une bonne affaire écologique. Mais ce que je vais vous révéler maintenant va vous choquer. Les Norvégiens commencent à comprendre qu'ils ont été les cobayes d'une expérience sociale massive et que cette expérience n'est viable qu'avec des conditions exceptionnelles. Revenus parmi les plus élevés au monde, électricité hydraulique quasi gratuite, population de 5 millions d'habitants sur un territoire immense avec une densité ridicule.
Transposer ce modèle à la France, avec ses 68 millions d'habitants, ses salaires moyens et son électricité nucléaire de plus en plus chère, c'est du délire complet. Regardez les revenus. Le salaire médian norvégien atteint 52 000 € annuels, contre 32 000 € en France. Leur électricité coûte 0,12 € le kilowattheure, contre 0,18 € chez nous. Le gestionnaire du réseau électrique français, RTE, a calculé qu'il faudrait doubler la production électrique nationale pour électrifier tout le parc automobile français. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain en Norvège depuis 2 ans? Les files d'attente aux bornes de recharge pendant les vacances d'été sont devenues un cauchemar national. Sur l'E6, l'autoroute principale qui traverse le pays, attendre 2 heures pour recharger 30 minutes est devenu la norme dès que les familles partent en vacances. Le stress de la panne d'essence devient le stress permanent de l'autonomie insuffisante. Une Model 3 annoncée pour 500 km d'autonomie, en conditions hivernales norvégiennes, avec chauffage, éclairage et dégivrage, tu peux compter sur 200 km dans le meilleur des cas. L'association norvégienne des automobilistes a testé 15 modèles électriques par moins 15 degrés Celsius en janvier 2024. Perte d'autonomie moyenne de 62%. Une BMW iX annoncée à 425 km tombe à 161 km réels. C'est du foutage de gueule organisé. Et encore, si tu ne tombes pas sur une borne en panne ou occupée dans un bled perdu du Finnmark. Voilà pourquoi, même dans les conditions les plus favorables au monde, la voiture électrique reste tributaire de faiblesses structurelles incontournables. Ses limites ne sont pas techniques et temporaires, elles sont physiques et définitive. Une batterie au lithium n'échappera jamais aux lois de l'électrochimie, quels que soient les progrès annoncés dans les laboratoires. Et le pire dans tout ça, personne ne vous dit la vérité sur cette dépendance industrielle. Ce succès électrique norvégien a été construit sur une dépendance industrielle totale. Qui fabrique les batteries? La Chine. Qui raffine le lithium? La Chine. Qui contrôle les terres rares? La Chine. La Norvège a troqué son indépendance pétrolière contre une vassalité technologique au dragon rouge. Le groupe CATL, géant chinois des batteries, contrôle 35% du marché mondial. BYD contrôle 20% supplémentaires. En cas de conflit géopolitique, nos voitures électriques deviennent instantanément inutilisables. Et pendant ce temps, l'industrie automobile européenne crève à petit feu sous les quotas CO2 impossibles et les amendes milliardaires de Bruxelles. Volkswagen ferme des usines en Allemagne pour la première fois de son histoire. Stellantis délocalise tout ce qu'il peut et nos concessions se transforment en showroom pour chinoiseries électriques subventionnées. La Commission européenne détruit méthodiquement un siècle de savoir-faire automobile continental. Vous voulez savoir pourquoi les constructeurs chinois comme BYD cartonnent en Europe? Pas parce qu'ils font de meilleures voitures, leurs standards de sécurité et de finition font rigoler Toyota, mais parce que Bruxelles leur a déroulé le tapis rouge avec ses dictats antithermiques. BYD peut vendre à perte en Europe parce que Pékin subventionne massivement ses champions industriels pour tuer la concurrence occidentale. L'État chinois injecte 47 milliards de dollars annuels dans sa filière électrique, selon l'ICCT. Cette subvention massive permet aux constructeurs chinois de casser les prix européens tout en maintenant leurs marges. Résultat, une MG4 électrique chinoise se vend 28 000 € en France, quand une Renault Mégane E-Tech équivalente coûte 35 000 €. La concurrence déloyale, assumée. Attendez de voir ce qui arrive aux voitures d'occasion électriques. Ce que révèle la Norvège aujourd'hui, c'est que même le modèle le plus favorable aux véhicules électriques n'est pas soutenable sans perfusion permanente. L'expérience norvégienne prouve qu'il n'existe pas de miracle économique, seulement des transferts de richesses temporaires qui finissent toujours par exploser. Oslo a commencé à réintroduire la TVA sur les véhicules électriques haut de gamme, parce que subsidier des Tesla à 80 000 € devenait politiquement intenable. Les classes moyennes norvégiennes ont fini par comprendre qu'elles finançaient les jouets technologiques des plus riches via leurs impôts. Un sondage Norstat de mars 2024 révèle que 71% des Norvégiens estiment que les avantages fiscaux électriques bénéficient principalement aux hauts revenus. Pire, 58% souhaitent leur suppression progressive. Même logique pour les péages. Quand 90% du trafic devient électrique et ne paie plus rien, qui finance l'entretien des routes? C'est mathématiquement impossible. Le budget des infrastructures routières norvégiennes accuse un déficit croissant de 4,2 milliards de couronnes depuis 2020, déficit que l'État comble en puisant dans sa manne pétrolière.
Et nous, qu'est-ce qui nous attend en France? Nous n'avons ni les revenus norvégiens, ni leur électricité hydraulique bon marché, ni leur faible densité de population. Nous avons des classes moyennes déjà matraquées fiscalement, un réseau électrique sous tension et des infrastructures de recharge qui ressemblent plus à un gruyère qu'à un maillage cohérent. Le revenu médian français représente 60% du revenu médian norvégien. Notre électricité coûte 50% plus cher que la leur depuis la crise énergétique. Et notre densité de population est 10 fois supérieure. RTE, notre gestionnaire de réseau électrique, a publié des projections terrifiantes. Électrifier 100% du parc automobile français nécessiterait 85 TWh supplémentaires annuels, soit l'équivalent de 8 réacteurs nucléaires EPR. Où sont ces réacteurs? Qui va les financer? C'est de l'inconscience politique pure. Nous avons surtout une industrie automobile historique, Renault, PSA devenu Stellantis, qui se fait laminer par les quotas CO2 européens, pendant que les constructeurs chinois subventionnés débarquent. Nos ingénieurs français, parmi les meilleurs au monde sur les motorisations thermiques, se retrouvent interdits d'innovation dans leur domaine d'excellence pour développer à la va-vite des technologies électriques maîtrisées depuis 20 ans par les Asiatiques. Voilà le truc. Bruxelles impose les mêmes contraintes à 27 pays différents, avec des situations économiques, géographiques et énergétiques totalement hétérogènes. Ce qui fonctionne peut-être en Norvège, pays pétrolier de 5 millions d'habitants, devient un suicide industriel en France. L'uniformisation réglementaire européenne nie les spécificités nationales et condamne les pays les moins favorisés à subir des politiques inadaptées à leur réalité. Ces technocrates hors sol, qui nous gouvernent depuis leur bureau climatisé, n'ont jamais compris une évidence. L'automobile, c'est d'abord un besoin de liberté et de mobilité pour des gens qui travaillent, qui ont des contraintes horaires, des enfants à emmener, des trajets non négociables. L'automobile, ce n'est pas un gadget écologique pour bobos parisiens, c'est un outil de travail vital pour des millions de Français. Quand tu habites à Guéret dans la Creuse et que tu dois faire 60 km aller-retour pour aller bosser à Limoges, tu n'as pas envie de gambler sur l'autonomie de ta batterie par moins 5 degrés Celsius un matin de janvier. Tu veux la certitude de pouvoir faire ton trajet. Point final. L'électrique transforme chaque déplacement en pari risqué. Et cette certitude, seul le thermique peut la garantir aujourd'hui. Pas par idéologie, par physique. Un réservoir de gazole, ça se remplit en 3 minutes n'importe où. Ça ne perd pas d'autonomie quand il fait froid. Et ça ne vaut pas 0 € au bout de 8 ans parce que la batterie est morte. Ces avantages du thermique ne sont pas temporaires. Ils sont intrinsèques au principe même de fonctionnement des carburants liquides. Un litre de gazole contient 10 kWh d'énergie pour 850 grammes. Une batterie qui stocke 10 kWh pèse 80 kg minimum. Le rapport énergétique-masse restera toujours en faveur du thermique. Voilà pourquoi les ventes de véhicules électriques plafonnent partout en Europe dès que les subventions diminuent. La réalité du marché, c'est que sans perfusion artificielle massive, l'électrique reste un produit de niche. Alors que faire quand on est un automobiliste sensé dans cette période de transition forcée? D'abord, ne pas paniquer. Le thermique a encore de beaux jours devant lui. L'interdiction 2035, elle sera révisée parce qu'elle est industriellement suicidaire et socialement explosive. Cette interdiction tombera avant 2035, c'est mathématiquement certain. Ensuite, miser sur la valeur sûre, les motorisations éprouvées des constructeurs sérieux. Un bon diesel allemand comme le 2 litres TDI Volkswagen PreAdBlue, c'est 300 000 km sans sourciller. Un atmosphérique japonais Toyota, c'est la garantie de rouler 20 ans sans problème majeur. Ces technologies ont 50 ans de recul et des millions de kilomètres de validation terrain. Toyota, avec son hybride HSD, reste la seule marque qui a réussi à créer une technologie de transition crédible. L'hybride Toyota n'a pas les inconvénients rédhibitoires de l'électrique pure, tout en offrant une consommation raisonnable en usage urbain. Une Prius de 2010 avec 200 000 km fonctionne encore parfaitement. Essayez de trouver une électrique de 2010 encore opérationnelle. Pour les budgets serrés, Dacia fait du bon travail, des voitures honnêtes, sans prétention, l'opposé total des iPads sur roues bourrés d'électronique chinoise qui tombent en panne après la garantie. Et si vous roulez beaucoup, le 85 reste une solution intelligente. Carburant français, moins cher à 0,68 € le litre et qui permet de snober à la fois les pétroliers et les électro-totalitaires de Bruxelles. Le 85, c'est de l'indépendance énergétique française concrète, produite par nos agriculteurs sur notre territoire.
Mais surtout, ce que montre l'exemple norvégien, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance aux réussites construites sur des distorsions fiscales temporaires. Quand un gouvernement doit matraquer un produit pour en vendre un autre, c'est que ce progrès n'en est pas un. Alors quand ces technocrates de Bruxelles nous expliquent que ce modèle va sauver l'industrie européenne et révolutionner nos déplacements, ils mentent ou ils sont aveugles. Ces gens n'ont jamais géré d'entreprise industrielle, n'ont jamais vendu de voitures, n'ont jamais eu besoin de leur automobile pour travailler. Ce qui nous attend, c'est exactement ce que vit la Norvège. L'effondrement progressif des avantages qui ont artificiellement créé le marché électrique et le retour brutal de la réalité économique et technique. La différence, c'est que la France n'aura pas eu le luxe norvégien de financer l'expérience avec la manne pétrolière. Nous n'avons pas de fonds souverains de 1400 milliards d'euros alimentés par le pétrole pour financer les erreurs de politique industrielle. Quand notre industrie automobile crèvera définitivement sous les contraintes bruxelloises, nous n'aurons ni les emplois de remplacement, ni les revenus de substitution. Ce sera le déclassement économique pur et simple, déguisé en transition écologique. La Norvège lâche l'électrique, parce que même le paradis fiscal ne peut pas éternellement nier les lois de l'économie et de la physique. Et si eux n'y arrivent pas, avec toutes leurs ressources, nous n'avons aucune chance de réussir avec nos handicaps. L'expérience norvégienne sonne le glas du modèle électrique européen avant même qu'il ait vraiment commencé. C'est l'échec le plus prévisible et le plus coûteux de l'histoire de l'automobile moderne.